Un dangereux jeu de représailles se joue en Ukraine. La guerre des drones a englouti le pays. À chaque nouvelle tactique de drones ukrainiennes, la Russie réagit, puis l'Ukraine riposte. Et ainsi de suite, chaque pays essaie de surpasser l'autre. Mais l'Ukraine vient de gagner la partie. Comment? Elle a conçu un drone capable de cibler directement les opérateurs des drones russes. Et ce drone a déjà frappé avec succès une cible majeure. L'Ukraine a traqué une unité d'élite russe, et la suite a été d'une brutalité extrême. Cette unité était l'une des plus redoutées dont la Russie dispose. Rubicon, également connu sous le nom de Centre pour les technologies avancées sans pilote. Rubicon a été formé en août 2024. Il se spécialise dans la guerre par drone, utilisée efficacement par l'Ukraine contre les forces russes. Cette unité créée par la Russie pour contrer les drones ukrainiens s'est vite montrée très efficace. Plusieurs médias l'ont affirmé, y compris Forbes. Le 3 septembre, le journaliste de Forbes David Kirichenko a affirmé que Rubicon est désormais l'une des forces russes les plus efficaces au front. L'élargissement de la zone de destruction russe complique la situation cauchemardesque pour l'Ukraine. Rubicon perturbe souvent la logistique ukrainienne, car ces drones compliquent l'approche des forces russes en première ligne. Les opérateurs de Rubicon travaillent derrière les lignes de front. L'Ukraine avait besoin d'une arme pour les frapper, mais ces drones habituels n'étaient pas adaptés à cette tâche. Kirichenko affirme que Rubicon est principalement responsable du manque de camions, de transports blindés et de véhicules similaires en Ukraine. De nombreux véhicules sont détruits par les drones de Rubicon lors des ravitaillements, montrant que la Russie adopte enfin une tactique efficace utilisée par l'Ukraine depuis des années. Rubicon est aussi en expansion, selon Maria Belinska, responsable du projet Victory Drones d'Ukraine. Elle s'est exprimée sur Telegram. D'une unité de quelques centaines, ils passent à des milliers pour couvrir tout le front. D'ici l'automne, 5000 à 6000 spécialistes seront dans des équipes bien coordonnées et équipées. Tous ceux qui connaissent Rubicon s'accordent, c'est très efficace. C'est l'automne, Rubicon emploie maintenant des milliers d'opérateurs de drones en Ukraine. Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Europe, Radio Liberty a aussi évoqué l'unité d'élite de drones russes, soulignant son efficacité, sa méthode et son secret. L'une des premières missions de Rubicon après sa création a été de soutenir Koursk par drone, suite à la contre-invasion ukrainienne dans cette oblast russe en août 2024. La combinaison de Rubicon et de milliers de soldats a finalement repoussé la Russie hors de Koursk en mars, après un long délai. Ils ont permis à la Russie de reprendre presque tout l'oblast de Koursk en février et mars, selon Rob Lee, analyste militaire du Foreign Policy Research, à Radio Free Europe, Radio Liberty, en septembre. Belinska aussi affirmé à la presse que Rubicon est désormais l'une des principales unités technologiques de Russie, et que Poutine y investit pour la rendre aussi grande et puissante que possible. Nous vous expliquons cela pour souligner un point clé. Rubicon est si dangereux que l'Ukraine ne peut plus laisser cette unité agir comme elle le fait depuis un an. La capacité de Rubicon à créer des zones de destruction et à perturber la logistique derrière les lignes de front, à limiter la défense et les contre-attaques ukrainiennes face aux assauts russes. Inutile d'essayer d'abattre les drones first-person view utilisés par Rubicon. Les drones sont peu coûteux et toujours remplaçables. L'Ukraine devait cibler directement les opérateurs de Rubicon, car sans eux, les drones ne volent pas. C'est précisément ce que l'Ukraine a fait début novembre. Le 4 novembre, la direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, a annoncé sur Telegram une frappe puissante contre un quartier général de Rubicon, situé dans une ville qui sera familière à beaucoup, Avdiivka. Dans un bâtiment partiellement détruit à Avdiivka-Donetsk, les combattants du direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien ont trouvé le quartier général des envahisseurs russes du centre Rubicon, selon le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien sur les réseaux sociaux. L'unité ennemie Rubicon utilise des systèmes sans pilote, y compris de combat, lors de la guerre génocidaire de la Russie contre l'Ukraine. C'est l'une des unités les plus prêtes au combat de l'armée russe, à laquelle l'État agresseur consacre d'importantes ressources, a ajouté le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien. Une fois la cible appropriée localisée, il ne restait plus qu'une chose à faire pour l'Ukraine, frapper, et elle l'a fait de manière absolument brutale, comme elle l'avait déjà fait à de nombreuses reprises dans sa guerre contre la Russie. L'Ukraine a déchaîné une horde de drones sur le poste de commandement Rubicon qu'elle avait découvert à Avdiivka. Le Kiev Post rapporte que ces drones ont mené une attaque de précision, endommageant partiellement le bâtiment utilisé par Rubicon pour défendre la position russe à Avdiivka,
et appuyer les troupes à Donetsk. En plus de détruire le bâtiment, l'Ukraine a éliminé plusieurs officiers et soldats russes. Ukraine informe, l'affirme, mais ne donne pas plus de détails. L'Ukraine n'a pas précisé le nombre de victimes lors de son attaque de drone contre Rubicon. Il est probable qu'éliminer ne serait-ce que quelques officiers suffira à affaiblir les opérations de Rubicon dans la région de Kidonetsk. Mais attendez un instant. Nous avons déjà mentionné que les drones ukrainiens classiques ne peuvent pas détruire Rubicon ni ses opérateurs. C'est ainsi pour les drones First Person View ukrainiens. Conçus principalement pour attaquer les forces et l'équipement russe sur les lignes de front, les drones First Person View n'ont pas la portée nécessaire pour pénétrer beaucoup plus loin que ces lignes de combat. Même les meilleurs ne peuvent parcourir qu'environ 20 km, soit un peu plus de 12 miles. En avril, la nouvelle voix de l'Ukraine a révélé que les opérateurs de drones de Rubicon placent leur quartier général hors de portée de ces drones. Et bien que l'Ukraine dispose de nombreux drones longue portée, elle pourrait en utiliser pour frapper de telles installations situées derrière les lignes de front. Elle souhaite réserver ces drones pour infliger le plus de dégâts possible sur le territoire russe. Ainsi, ni les drones First Person View, ni les drones longue portée n'étaient des options pour l'Ukraine le 4 novembre. Heureusement, l'Ukraine n'avait besoin d'aucun des deux. Le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine indique sur Telegram que la frappe contre Rubicon à Avdiivka a été effectuée par un nouveau drone ukrainien. Grâce aux coordonnées ennemies, les spécialistes du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ont habilement guidé le véhicule sans pilote FP, muni d'une ogive de 105 kg contre les forces russes, dans les zones urbaines denses, déclare le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Le FP2 est le principal enseignement de cette citation. Ce drone a offert à l'Ukraine des capacités inédites, dépassant tout ce que Rubicon aurait pu imaginer. Le drone FP2 est conçu par Firepoint, l'entreprise ukrainienne ayant développé les célèbres missiles Flamand Rose utilisés par l'Ukraine contre la Russie. Le drone succède au FP, de la même entreprise, sans être une amélioration directe. En réalité, Firepoint a conçu le FP2 pour offrir une alternative au FP1. Celui-ci est capable de frapper des cibles russes à moyenne portée. Des cibles comme l'installation Rubicon que l'Ukraine a découverte début novembre. Dans un article de blog, Ryder Blackthorn présente les spécifications impressionnantes du FP2. Il cite le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, disant que le nouveau drone peut transporter une ogive de 105 kg, soit environ 230 livres. C'est bien plus lourd que ce qu'un drone First Person View peut transporter. Le FP2 peut ainsi détruire des bâtiments et des groupes entiers de troupes. Le FP2 offre aussi une portée remarquable de 200 km, 124 miles, bien que cela puisse le rendre adapté pour lancer des frappes contre des cibles dans certaines régions frontalières de la Russie. C'est cette portée qui fait l'efficacité du FP2 contre des sites comme le quartier général Rubicon. C'est un drone à moyenne portée. Il vole plus loin qu'un drone First Person View, mais moins que les drones longue portée ukrainiens. Cela le rend parfait pour s'attaquer à des cibles en Ukraine occupée. Rubicon aurait pensé qu'il était relativement à l'abri des drones ukrainiens, tant qu'il se trouvait suffisamment loin derrière les lignes de front. Le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine vient de le prouver. Ce n'est pas le cas, car le FP2 représente désormais une nouvelle menace pour l'arrière russe. Le FP2 est également un drone qui coûte seulement 55 000 $ l'unité selon Euromaidan Press. C'est beaucoup moins cher que les missiles de croisière que l'Ukraine aurait pu employer pour détruire le quartier général Rubicon. Cela signifie que l'Ukraine obtient un énorme retour sur investissement après chaque frappe réussie. En partie, détruire un bâtiment le 4 novembre signifie que le FP2 de l'Ukraine a déjà remboursé son coût de fabrication. Tuer plusieurs officiers russes et opérateurs de drones n'est que la cerise sur le gâteau. Rubicon sera particulièrement dévasté par la toute dernière frappe du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, pour une raison intéressante. L'Ukraine a déjà attaqué une base Rubicon avec un FP, démontrant que Rubicon ne peut contrer le nouveau drone ukrainien de moyenne portée. Le compte Kersan CATX a signalé la frappe et partagé une vidéo qu'il dit avoir vue. L'Ukraine a attaqué une unité de drone Rubicon, à environ 20 km, soit environ 124 miles derrière les lignes de front, et elle a utilisé un drone First Person View pour le faire. Les 45 secondes de séquence sont très intéressantes à regarder, car on peut voir à quoi ressemble un FP2 lorsqu'il décolle. Le drone, qui ressemble à un petit avion, rugit en action et s'élève dans le ciel nocturne, disparaissant rapidement dans l'obscurité profonde. Vers la 10e seconde, la vue passe à celle filmée par le drone. Oui, comme les drones First Person View ukrainiens, le FP2 transmet en temps réel tout ce qu'il voit devant lui. C'est idéal lors du pilotage manuel, car cela aide les pilotes de drones ukrainiens. Les images en noir et blanc montrent ce que voit le FP,
2 en vol, afin de vérifier qu'il suit la bonne trajectoire vers sa cible. En quelques secondes, le drone cible un point entouré d'arbres. Le toit d'un bâtiment apparaît rapidement à l'écran lors de la descente. Et puis plus rien. Le flux vidéo du drone s'interrompt, mais nous savons exactement ce qui s'est passé ensuite. Le point de vue de la vidéo passe alors à celui d'un drone de reconnaissance volant à haute altitude au-dessus de la cible ukrainienne. C'est grâce à ce drone que nous voyons l'ampleur de l'explosion que le FP2 est capable de provoquer, alors que l'installation Rubicon s'embrase. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là et frappe à nouveau avec ses drones FP2. La vidéo passe à des images filmées par un autre FP2, alors qu'il descend sur la même cible. Nous apercevons brièvement le toit détruit de l'installation Rubicon, alors que le drone descend, puis le point de vue revient à celui du drone de reconnaissance, qui enregistre l'explosion. D'autres frappes suivent. Davidax les résume dans sa chronique Trench Art en septembre. Alors qu'un drone surveillait, 4 FP2 se sont écrasés sur le bâtiment où se trouveraient des opérateurs de Rubicon, selon Davidax. À ce prix, cela fait 220 000 $ de drones utilisés contre une seule installation de Rubicon. La perte de ce quartier général et de ses opérateurs était inestimable. L'Ukraine a averti Rubicon en septembre. Notre drone peut atteindre vos opérateurs. Que Rubicon ait tenu compte de cet avertissement ou non, cela n'a pas d'importance. Le 4 novembre, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a frappé de nouveau, détruisant un autre quartier général de Rubicon avec ses officiers et opérateurs de drones. Le fait que l'Ukraine m'ait répété ce coup montre 2 possibilités. La Russie manque soit de défense aérienne pour protéger ses unités clés des nouveaux drones ukrainiens, soit ses défenses ne détectent ni n'abattent ces drones. Le résultat reste identique pour Rubicon. L'unité technologique la plus avancée de Russie vient de prendre un important retard sur les innovateurs ukrainiens. Un dernier rebondissement survient dans cette histoire, évoqué plus tôt dans la vidéo. Nous allons laisser la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine expliquer ce rebondissement dans sa publication sur Telegram. Le renseignement du ministère de la Défense ukrainien rappelle que chaque crime de guerre contre le peuple ukrainien sera justement puni. Le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine l'a annoncé lors de sa frappe de novembre. Il aurait suffi que l'Ukraine élimine le quartier général Rubicon, peu importe où il était stationné en Ukraine occupée. La frappe de novembre a été d'autant plus douce pour l'Ukraine qu'elle lui a permis d'obtenir ce qu'elle désirait depuis plus d'1 an. La revanche pour la prise d'Avdivka par la Russie. La bataille d'Avdivka, qui a fait rage d'octobre 2023 à février 2024, a été brutale pour les 2 camps. Pour l'Ukraine, c'était un coup dur pour la défense de Donetsk, cette petite ville étant devenue l'une des principales forteresses du pays. La bataille reste l'une des plus sanglantes et des plus féroces de la guerre en Ukraine jusqu'à présent. L'Ukraine a finalement perdu, malgré de lourds dégâts infligés aux forces russes. Newsweek l'a clairement indiqué à la suite de la bataille dans un rapport de février 2024 qui a passé au crible les pertes russes dans la ville. Le rapport indiquait qu'environ 17 000 soldats russes avaient été tués parce que Poutine les avait envoyés sans relâche contre les défenses ukrainiennes d'Avdiivka. 30 000 autres soldats russes ont été blessés, portant le nombre total de pertes à 47 000 pour cette bataille de 5 mois. La Russie a perdu près de 10 000 soldats par mois pour conquérir une seule ville ukrainienne. Si les chiffres de Kiev sont justes, plus de soldats russes seraient morts en Avdiivka que durant 10 ans de guerre soviétique en Afghanistan selon Newsweek. L'Union soviétique a déployé des milliers de soldats en Afghanistan fin décembre 1979. Le conflit qui en a résulté a duré près d'une décennie, et les estimations situent largement le nombre de morts soviétiques à environ 15 000 soldats. L'ampleur des pertes a révélé l'incompétence tactique de Poutine. Cela a aussi montré à l'Ukraine que la Russie et son dirigeant étaient prêts à une brutalité inattendue envers l'Ukraine et leurs propres soldats. Pour satisfaire Poutine, l'Ukraine a été aussi meurtrie que la Russie par cette bataille. En février 2024, le Guardian a rapporté que les combats ont forcé presque tous les habitants, soit plus de 30 000 personnes, à quitter la ville. C'est en supposant qu'ils n'ont pas été tués par les bombardements, les frappes et les assauts russes avant d'avoir eu la chance de s'enfuir. La Russie n'a pas limité les tueries aux soldats ukrainiens, car les civils étaient tout aussi susceptibles de se retrouver pris sous le feu. En décembre 2023, vers la mi-bataille pour Avdiivka, le maire militaire a donné les chiffres. Vitali Barabak a rapporté que 154 civils ukrainiens avaient été tués par la Russie lors de cette bataille atroce, et qu'il ne restait qu'environ 1200 personnes à Avdiivka en décembre. La ville elle-même a fini presque entièrement détruite. Les pertes militaires de l'Ukraine, moins élevées que celles de la Russie mais tout aussi graves, n'ont jamais été entièrement dévoilées dans la ville, bien qu'on suppose qu'elles sont lourdes.
Selon le Washington Post en février 2024, l'Ukraine n'aurait probablement pas évacué ses troupes d'Avdivka avant l'entrée des forces russes dans la ville. Cela n'est pas surprenant. Le retrait aurait été chaotique, contrairement aux affirmations de l'Ukraine d'une évacuation ordonnée. La Russie disposait de 7 soldats pour un Ukrainien et lançait jusqu'à 60 bombes planantes par jour sur Avdivka pendant la bataille. Des milliers de soldats ukrainiens seraient morts dans ces combats. Avdivka reste l'une des plus grandes défaites du pays dans cette guerre avec la Russie qui dure depuis près de 4 ans. Tout cela nous ramène au début du mois de novembre et à ce que le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a réussi à accomplir contre l'unité Rubicon, opérant à Avdivka. Il ne s'agissait pas seulement de détruire une unité de drones dangereuse, bien que cela soit important. La frappe FP, 2 Ukrainiennes, a offert à l'Ukraine une légère revanche contre la Russie pour les atrocités commises avec Avdivka. Avec le FP, de l'Ukraine peut désormais frapper plus précisément des positions russes inaccessibles à pied ou avec ses autres armes. La bataille d'Avdivka a repris, bien qu'elle prenne désormais une forme très différente de celle de fin 2023 et début 2024. Grâce au FP2, l'Ukraine dispose d'un atout majeur. Le FP2 ne permettra pas à lui seul à l'Ukraine de gagner la guerre. Aucune arme n'apporte de solution miracle, sauf les missiles nucléaires que l'Ukraine n'a pas. Cependant, le FP2 comble une lacune pour l'Ukraine. Le drone fournit au pays une arme rentable à moyenne portée, capable de détruire des cibles protégées et de frapper plus profondément en Ukraine occupée qu'un drone first-person view ne le pourrait. Le FP2 ne sera probablement pas utilisé pour détruire les assauts de première ligne de la Russie. Au lieu de cela, il rendra ses assauts plus faibles. Il détruira entrepôts, postes de commandement, infrastructures logistiques et le quartier général des drones Rubicon, pour affaiblir ces assauts de première ligne. La Russie devrait vraiment s'en inquiéter. Le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine vient de prouver à quel point le FP2 est impressionnant avec sa frappe sur le quartier général de Rubicon. Et il est raisonnable de supposer que nous verrons beaucoup plus de frappes de ce genre à mesure que le FP2 entrera en production de masse. La Pologne ne plaisante pas. Elle sait qu'elle pourrait très bien être le prochain nom sur la liste noire de Vladimir Poutine, et elle veut être prête à se défendre si et quand le besoin s'en fait sentir. Alors elle ne laisse rien au hasard, accélère devant les nations voisines, et laisse l'Union européenne stupéfaite avec son plan proactif pour stopper la Russie dès 2026. Un système anti-drone innovant pourrait rendre les essaims de Shahed du Kremlin inutiles. Il n'est pas surprenant que la Pologne veuille renforcer ses défenses, même sans preuve claire que la Russie prévoit d'envahir prochainement la Pologne. De nombreux analystes et experts à travers le monde craignent depuis longtemps que les plans de Poutine pour étendre sa sphère d'influence ne dépassent largement l'Ukraine. Il y a eu des rumeurs et des rapports selon lesquels le dirigeant russe aurait finalement l'intention d'attaquer une ou plusieurs nations de l'OTAN, ce qui pourrait inclure l'un des 3 États baltes, ainsi que la Pologne elle-même. Envahir l'un de ces pays serait hautement irrationnel, étant donné qu'ils font tous partie de la puissante alliance de l'OTAN et bénéficiant de la protection de la plus grande et la plus puissante force militaire du monde. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, grandes puissances militaires. Cependant, la Russie a prouvé qu'elle n'agit pas toujours de manière rationnelle, et Vladimir Poutine pourrait voir la Pologne comme la prochaine étape logique dans son plan à long terme de conquête de l'Europe. Comme la Lituanie, la Pologne a une position stratégique et une longue côte sur la mer Baltique, avec une frontière avec la Biélorussie, l'un des alliés les plus proches de la Russie, et également une portion de frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Moscou pourrait vouloir combler efficacement l'écart entre cette enclave et le reste de la Russie. Contrôler le célèbre corridor de Svolky, situé entre la Biélorussie et Kaliningrad, le long de la frontière polono-lituanienne. Elle pourrait également utiliser l'enclave à son avantage, en lançant des attaques sur le territoire polonais depuis la Biélorussie à l'est et Kaliningrad au nord, obligeant Varsovie à diviser ses forces, ou risquer une capitulation totale. Sur un front ou l'autre, la Russie pourrait aussi avoir d'autres plans pour la Pologne. Vladimir Poutine pourrait être attiré par l'idée de capturer certaines parties de la Pologne afin de former une sorte de zone tampon ou de sécurité. Par exemple, en isolant les régions russes des grandes nations de l'OTAN en Europe occidentale. Ou il pourrait vouloir couper les lignes d'approvisionnement polonaises vers l'Ukraine et les pays baltes, les rendant plus faciles à conquérir. Avec sa décision instable et sa personnalité imprévisible, il est impossible de savoir ce que pense le dirigeant russe. Mais la Pologne sait qu'elle est dans une position précaire. Et elle doit être prête
à faire face à la menace bien réelle d'une possible invasion russe à un moment donné au cours des prochaines années. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tant fait pour renforcer ses défenses ces derniers temps, montrant l'exemple en matière de dépenses de défense à travers l'Europe et même parmi toutes les nations de l'OTAN, en consacrant près de 5% de son produit intérieur brut à l'investissement militaire. La Pologne a aussi modernisé ses équipements en investissant dans des chars, avions de chasse, artillerie, défense aérienne et autres matériels militaires, pour s'assurer que, malgré le fait d'être une nation nettement plus petite, elle soit tout de même capable de tenir tête à la Russie si le besoin s'en fait sentir. Elle a aussi lancé l'initiative Bouclier de l'Est, renforçant les barrières physiques et défense dans électronique à la frontière avec la Biélorussie, afin de rendre toute tentative d'invasion quasiment impossible. Maintenant, elle va encore plus loin. Elle prévoit de commencer les travaux sur un système national anti-drone d'ici quelques mois. Elle renforce ses défenses contre les types de drones que la Russie utilise presque chaque nuit, pour bombarder des villes et villages partout en Ukraine. Il convient de noter que l'Union européenne a déjà dévoilé des plans pour construire ce qu'on appelle un mur de drones afin de protéger le ciel du continent, et ce dès la mi-octobre. Officiellement intitulé l'Initiative européenne de défense contre les drones, ce mur n'est qu'une partie de la feuille de route de défense de l'Europe sur 5 ans. Elle doit comporter un réseau continental de capteurs, des systèmes de brouillage et des armes anti-drones pour détecter et neutraliser les drones hostiles avant leur entrée dans l'espace aérien de l'Union européenne. En présentant le plan, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dit « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons écouter l'appel de nos amis baltes et construire un mur de drones. » Ce n'est pas une ambition abstraite, mais la base d'une défense crédible, une capacité européenne conçue, déployée et maintenue ensemble pour répondre en temps réel. Une capacité qui ne laisse aucune ambiguïté quant à nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre de son territoire. Les travaux sur ce projet devraient commencer dès le premier trimestre 2026, avec l'objectif d'être pleinement opérationnel d'ici la fin 2027 et une date limite ferme pour l'achèvement fixé à la fin 2028. Son annonce fait suite à plusieurs incursions russes dans l'espace aérien de l'Union européenne, avec des drones et avions de chasse franchissant les frontières de plusieurs États membres, dont la Pologne, l'Estonie et la Roumanie. La Pologne et les pays baltes soutiennent fortement le projet, tandis que d'autres pays sont plus critiques. Le président français Emmanuel Macron, par exemple, a affirmé que le projet n'était pas totalement réalisable compte tenu de l'immense longueur de la frontière orientale de l'Europe, qui s'étend sur plus de 1800 miles, soit 3000 km au total. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a également critiqué l'efficacité présumée du projet, soutenant que l'Union européenne avait des besoins plus urgents sur lesquels se concentrer. La défense contre les drones, bien sûr, mais pas par un mur de drones. Peut-être que la Pologne a pris en compte ces critiques, ou qu'elle a ses propres réserves sur cette initiative. Elle aurait pu attendre de voir comment le projet avancerait après le début des travaux, en 2026. Au lieu de cela, elle a opté pour une approche complètement différente, prenant les choses en main en dévoilant sa propre initiative anti-drone. Le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a révélé les plans audacieux de la Pologne lors d'une interview récente avec Bloomberg News. Commentant la guerre des drones de l'Union européenne, Tomczyk a déclaré « Nous sommes d'accord avec l'idée de renforcer la défense du ciel au-dessus de l'ensemble de l'Union européenne et sommes prêts à examiner des propositions ou des solutions extérieures. Nous privilégions les projets nationaux. » Tomczyk a ajouté que le ministère de la Défense annoncerait bientôt des investissements pour détecter, brouiller et neutraliser les drones hostiles. Il n'a pas précisé les technologies sur lesquelles la Pologne travaillera, ni le montant des investissements gouvernementaux. Il espérait que les entreprises polonaises décrochent au moins la moitié des contrats. Il a précisé que ces nouvelles défenses anti-drones s'intégreront à un programme plus vaste pour protéger le ciel, les infrastructures et la population polonaise des envahisseurs. Il a ajouté que le mur de drones de l'Union européenne pourrait compléter le nouveau système polonais. S'il existe des outils externes, nous les utiliserons au maximum. En ce qui concerne le financement, Tomczyk a noté que le gouvernement polonais prévoit d'utiliser le nouveau programme de prêt Safe Defense de l'Union européenne pour financer son tout nouveau bouclier de drones. Il a de nouveau refusé de donner plus de détails sur les montants. Le programme Action de sécurité pour l'Europe, a été adopté officiellement par le Conseil de l'Union européenne le 27 mai 2025 et il peut accorder jusqu'à 150 milliards d'euros de prêts à long terme à taux compétitifs aux États membres demandeurs. Les prêts financent des projets d'approvisionnement urgents et majeurs jugés essentiels à la sécurité du continent
Et étant donné que la Pologne se trouve effectivement en première ligne de l'Europe, partageant des frontières avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, elle a droit à la plus grande part des 150 milliards au total. Son allocation s'élève à un peu moins de 44 milliards d'euros, pour être précis. C'est nettement plus que n'importe quelle autre nation. Les pays baltes ont reçu entre 26 et 63 milliards d'euros, alors que la Roumanie dépasse 166 milliards. La Pologne veut clairement maximiser l'utilisation de ces fonds pour sécuriser au mieux ses frontières et son espace aérien. Par ailleurs, Varsovie refuse de perdre du temps pour développer et déployer ses nouvelles défenses anti-drones. Selon Tomczyk, le gouvernement prévoit que le système sera opérationnel dans les 3 mois après ces annonces. Le système complet de lutte anti-drone, quant à lui, devrait être achevé en seulement 2 ans. Si la Pologne tient son calendrier, elle aura des défenses partielles opérationnelles début 2026 avec d'autres systèmes ajoutés, jusqu'en 2027. Comme le vice-ministre reste pour l'instant discret, nous ignorons beaucoup sur le nouveau système. Cependant, Tomczyk a laissé entendre qu'il s'agirait d'un réseau de défense à plusieurs couches, composé de divers outils permettant d'abord de détecter et d'identifier les drones, puis de les éliminer. Une arme anti-drone doit être complète. Elle doit inclure divers capteurs et effecteurs agissant ensemble pour détecter, identifier, puis neutraliser les objets. Il a confirmé que la nouvelle initiative anti-drone de la Pologne ajouterait une couche au réseau de défense aérienne du pays, de plus en plus complexe. Inclut déjà des systèmes longues et moyennes, portés pour contrer hélicoptères, drones, chasseurs et missiles de croisière entrants. De plus, la Pologne ne se contente pas de renforcer sa défense contre les drones, elle investit également dans la constitution de sa propre armée de drones, qu'elle pourra utiliser pour des contre-opérations contre toute force d'invasion. En juillet, le ministère polonais de la Défense a annoncé investir 200 millions de zlotys, 542 millions de dollars, d'ici fin 2025 dans des terrains de combat et d'entraînement. Comme le souligne Tomczyk, l'utilisation actuelle des armes sans pilote par Russes et Ukrainiens en témoigne. Renforcer nos capacités dans ce domaine doit être prioritaire, sur terre, en mer et dans les airs. De toute évidence, la Pologne n'a pas l'intention de rester passive. Observer ce qui se passe et espérer que la situation en Europe s'améliore d'une manière ou d'une autre. Elle se prépare au pire des scénarios, et elle a raison de le faire. L'agression de la Russie ne montre aucun signe d'accalmie, le pays continuant de frapper l'Ukraine quotidiennement avec des drones, des missiles et des groupes d'assaut. Une attaque directe contre une nation de l'OTAN serait une escalade majeure, mais elle reste plausible. Le Kremlin teste et provoque la frontière est de l'Europe depuis un moment. L'incursion de drones en Pologne en septembre dernier fut sans doute l'exemple le plus marquant et inquiétant. Environ 19 à 23 drones ont traversé toute l'Ukraine pour pénétrer dans l'espace aérien polonais. La Pologne et ses alliés de l'OTAN ont vite envoyé des chasseurs pour intercepter et détruire certains drones. Mais la réaction n'a pas été des plus efficaces. Seuls 4 drones ont été neutralisés avec des missiles intercepteurs coûteux. Des dégâts collatéraux inutiles ont aussi eu lieu. Un missile Air Intercept Missile 120 AMRAM tiré par un F-16 polonais a raté sa cible et s'est écrasé sur un immeuble résidentiel, détruisant son toit sans exploser à l'impact. L'incident a mis en évidence des lacunes évidentes dans la défense aérienne de la Pologne, mais le pays et ses alliés ont depuis pris de nombreuses mesures pour remédier à ces problèmes. La Pologne a ainsi accéléré les travaux sur son initiative de défense nationale Bouclier de l'Est, lancée par le gouvernement en 2024 face à l'escalade de l'agression russe et biélorusse. C'est l'un des investissements majeurs dans la sécurité nationale et la défense des frontières en Pologne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bouclier de l'Est coûtera environ 255 milliards de dollars une fois les travaux terminés. Il vise à renforcer la sécurité des frontières du pays par des barrières physiques, des infrastructures, obstacles anti-chars, champs de mines, clôtures, bunkers, ponts, ainsi que des systèmes de guerre électroniques, de surveillance, réseaux anti-drones, stations radars et alertes d'intelligence artificielle pour détecter toute attaque ou invasion. Émettre des alertes pour que la Pologne fasse décoller ses avions de chasse, active ses défenses aériennes et se prépare. La Pologne profitera aussi de l'opération Sentinelle de l'Est de l'OTAN, lancée le 12 septembre, 2 jours après l'incursion de drones russes. Cette initiative vise à renforcer les capacités défensives de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe, dans les airs, en mer et au sol. Assurer une meilleure préparation du pays contre toute future incursion de drones, avions, missiles russes ou attaque d'autres nations hostiles.
De nombreux pays de l'Alliance ont promis des moyens pour la cause, avec 2 F-16 et une frégate anti-guerre du Danemark, 3 avions de chasse Rafale de la France, 4 Eurofighter de l'Allemagne, et ainsi de suite. Les nations ont également accepté de partager essentiellement la responsabilité de la défense de l'espace aérien des pays situés le long de la frontière orientale, plutôt que de simplement compter sur chaque pays pour assumer seul la responsabilité de son espace aérien. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé que l'imprudence de la Russie dans les airs sur notre flanc oriental s'intensifie. Des drones ont violé notre espace aérien en Roumanie, Estonie, Lettonie et Lituanie. Ces actions, volontaires ou non, sont dangereuses et inacceptables. Nous défendrons chaque centimètre du territoire allié. Nous avons lancé Baltic Sentry début d'année pour protéger les infrastructures critiques contre les comportements irresponsables en mer Baltique. Et aujourd'hui, le général Grinkovich et moi sommes ici pour annoncer que l'OTAN lance Eastern Sentry afin de renforcer encore davantage notre posture le long de notre flanc est. East Shield et Eastern Sentry ensemble devraient grandement renforcer la frontière polonaise. Avec l'initiative européenne de défense par drone prévue pour 2026, Moscou devra hésiter avant toute attaque ou incursion en Pologne. Le nouveau réseau de défense anti-drone de Varsovie pourrait être son ajout le plus impressionnant et important. Il est clair que les drones sont appelés à dominer la guerre dans un avenir prévisible. Cela a été prouvé sans l'ombre d'un doute en Ukraine, où la guerre est rapidement passée des chars de combat traditionnels, à ses débuts, à des essaims de drones et des frappes de précision, au fil des mois et des années. De nos jours, la Russie envoie régulièrement des centaines de drones en Ukraine, en l'espace d'une seule nuit, bombardant de nombreux endroits à travers tout le pays. Elle a également construit de toutes nouvelles usines de drones et consacré d'énormes sommes d'argent et de ressources afin de produire des milliers de drones chaque mois. Le Kremlin investit aussi dans des drones avancés, équipés d'intelligence artificielle, capables de voler seuls vers une destination programmée, sans pilote humain, ou d'autres drones qui sont imperméables aux systèmes de guerre électroniques existants. Les forces de Kiev ont dû apprendre à faire face à tout cela. Grâce à l'innovation nationale et au soutien mondial de ses alliés, l'Ukraine a créé l'un des réseaux de défense aérienne multicouches les plus sophistiqués au monde. Elle peut désormais abattre environ 80% des drones envoyés par les forces du Kremlin. La plupart des autres pays dans le monde ne disposent tout simplement pas de ce type de défense, ni de l'expérience directe que possède l'Ukraine. Donc, si un important essaim de drones russes venait à les attaquer, de nombreux pays, même parmi ceux qui comptent parmi les armées les plus puissantes du monde, auraient du mal à y résister. Sans subir au moins quelques dégâts et pertes, la Pologne le sait. Elle a eu un aperçu des capacités des drones russes en septembre. Elle a eu du mal à réagir avec l'efficacité et la maîtrise de l'Ukraine, mais elle apprend de cette expérience. Elle prend des mesures claires, confiantes et décisives pour s'assurer que si les drones russes franchissent à nouveau la frontière, ils seront traités beaucoup plus rapidement que la dernière fois. Elle s'inspire de l'Ukraine en bâtissant progressivement une défense complexe, combinant radars, surveillance, alerte, défense aérienne, intercepteurs, drones et capteurs. La Pologne devient ainsi l'une des forces militaires les plus puissantes et préparées d'Europe. Tandis que d'autres hésitent, la Pologne agit et a fortement accru ses dépenses de défense depuis la guerre. Elle a commandé des chars de pointe auprès de pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud, a massivement investi dans du matériel supplémentaire, comme des systèmes d'artillerie pour bombarder toute force ennemie envahissante, et des avions de chasse pour patrouiller dans son ciel. Et elle a même mis en place des plans pour un nouveau programme de conscription qui devrait voir tous les hommes polonais valides suivre une formation militaire obligatoire. Ses forces terrestres et aériennes sont plus redoutables que jamais, et son armée devrait encore se renforcer dans les mois à venir. Le nombre de militaires actifs et de réservistes formés prêts à servir ne cesse d'augmenter. La Pologne disposera bientôt de nouveaux systèmes pour détecter et abattre les drones russes, ainsi qu'une armée capable de repousser une invasion et de détruire toute force ennemie menaçant son territoire ou sa souveraineté. S'il y a bien une chose que la Russie est censée savoir faire, eh bien, c'est le renseignement. Mais comme nous l'avons découvert avec tous les autres aspects de l'armée du pays pendant la guerre, la capacité de la Russie à protéger ses secrets les plus proches n'est pas ce que nous pensions autrefois. Les fuites continuant de se produire, laissant le pays humilié encore et encore. Vous pouvez probablement deviner où cela va mener. Il y a eu une autre fuite, et celle-ci révèle bien plus d'informations sur l'état de la fabrication aéronautique russe que le pays n'aurait jamais voulu que quiconque découvre. La récente fuite de renseignements a tellement humilié la Russie que c'en est pénible à voir. Et tout cela,
C'est grâce à un groupe de hackers ukrainiens, appelé Inform Napalm. Le 4 novembre, Inform Napalm, une communauté de renseignement bénévole, a annoncé avoir réussi une opération de piratage contre une grande entreprise russe. Cette opération, en partenariat avec le centre d'analyse cybernétique Phoenix, ciblait le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs de Russie. Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs. Inform. Napalm présente Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs comme une société fabriquant des pièces pour avions et engins spatiaux russes, suggérant ce que son piratage a révélé. Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs est une entreprise majeure qui s'occupe des équipements les plus sensibles pour la Russie. Elle devrait disposer de l'une des meilleures cybersécurités que la Russie puisse offrir. Mais quelle que soit la sécurité qu'elle avait, elle s'est finalement révélée inutile. Selon Napalm, il a pénétré les systèmes de bureaux d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs et extrait des documents dévoilant des informations très sensibles. Cela suffirait à lui seul à humilier la Russie. Un échec de la sécurité à une telle échelle montre que la Russie n'en fait pas assez pour se protéger des hackers ukrainiens. Cependant, l'humiliation de la Russie est aggravée par le fait que les documents extraits par Inform Napalm montrent à quel point le complexe militaro-industriel que Vladimir Poutine a créé commence à craquer sous le poids des sanctions occidentales. Comment le savons-nous ? Inform Napalm a publié tout ce qu'il a trouvé. United 24 Media présente un résumé des principales découvertes du groupe de hackers. Il indique qu'Inform Napalm a réussi à mettre la main sur une multitude de correspondances internes de le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs liées au développement et à la fabrication des tout nouveaux chasseurs Su-57 de la Russie. Aussi sur le bombardier stratégique Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy Poslanik, en développement pour remplacer la majorité des anciens bombardiers nucléaires russes. Ce n'est pas tout. Nous venons d'apprendre le succès du piratage, United 44. Médias révèlent que les documents qu'Inform Napalm a rendus publics étaient déjà entre les mains des forces de défense ukrainiennes et de leurs alliés depuis des mois. Poutine exhibe la puissance russe avec ses nouveaux avions. L'Occident collectif sait depuis longtemps que la plupart de ce qu'il dit n'est que du vent. Commençons par le Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy. Ce n'est pas un projet secret, dans le sens où la Russie ne veut pas que quelqu'un sache que le Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy existe. Bien au contraire, nous connaissons le nouveau bombardier russe depuis au moins novembre 2024, lorsque The National Interest l'a évoqué pour la première fois. La Russie espère concurrencer les bombardiers furtifs américains, comme le B-2 Spirit et le B-21 Raider, avec le Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy. Elle veut réussir avec un avion volant, à des vitesses subsoniques, gardant une faible signature radar pour atteindre ses cibles sans dépendre de la vitesse supersonique. The National Interest avait déjà signalé les problèmes du Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy, un an avant la révélation de la nouvelle fuite. Le média a jugé l'ambition russe de créer un bombardier rival du B-2, plus facile à dire qu'à faire. Les Russes n'ont pas une bonne réputation pour lancer des avions furtifs impressionnants. Le Su-57, unique chasseur furtif russe, est jugé le moins performant en furtivité parmi ses pairs. Nous reparlerons du Su-57 plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il suffit de savoir que le Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy est censé changer la donne pour la flotte de bombardiers stratégiques russes. Cela suppose que l'appareil tienne sa réputation. La Russie veut une production de masse des bombardiers Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy d'ici 2027. Cela semblait être un calendrier optimiste, même en novembre 2024. C'est d'autant plus optimiste après ce que nous avons découvert via le piratage d'Inform de Napalm. Le groupe a révélé qu'il avait réussi à mettre la main sur de la documentation technique relative à la fabrication des composants, appelée soit 80 RSH 115, soit 80 RSH, du bombardier de nouvelle génération de la Russie. Les lettres RSH indiquent que ces composants sont des charnières à engrenages du système hydraulique ouvrant et fermant la soute à bombe du Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy. Donc, ils sont assez importants. Si les portes de la soute de l'avion ne peuvent pas s'ouvrir, les bombes du Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy ne peuvent pas être larguées. D'après Inform Napalm, Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs développe secrètement ces charnières pour Tupolev. Les documents divulgués montrent que la production d'un bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs se déroulera entre 2024 et 2027, ce qui coïncide avec l'échéance russe de 2027 pour lancer la production de masse du Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsy. Où est-ce que le problème ? United 24 Media explique.
Un contrat d'État entre Tupolev et Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs rend ces détails secrets et autorise la résiliation en cas de violation, selon le média. Informe Napalm y est parvenu. Il connaît maintenant tout sur les charnières de Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs pour Tupolev, y compris les documents de conception et des photos illustrant leur fonctionnement. Ces informations devaient rester secrètes, et leur divulgation pourrait pousser Tupolev à rompre son contrat avec Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs, pour violation de confidentialité. Si cela arrive, le solde bancaire de Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs en souffrira. Plus inquiétant pour la Russie. Tupolev doit trouver une autre entreprise pour concevoir et fabriquer les charnières nécessaires aux Perspektivny Aviatsiony Kompleks Dalnej Aviacji. Tupolev se retrouve face à un choix difficile. Doit-elle changer de fabricant, ce qui causera des retards, car les pièces d'un bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs devront être repensées, ou rester avec la conception d'un bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs. Puisque l'Ukraine et ses alliés comprennent le fonctionnement des soutes à bombes du Perspektivny Aviatsiony Kompleks Dalnej Aviacji, aucune option n'est vraiment intéressante pour Tupolev. Pour Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs, les mauvaises nouvelles vont au-delà de la menace, pesant sur son contrat lucratif avec Tupolev. Nous avons mentionné plutôt de garder à l'esprit le Su-57 russe, car nous allions revenir sur ce supposé chasseur de 5e génération. Les médias United 24 révèlent que les documents divulgués montrent que Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs a également été chargé de fabriquer une pièce similaire à celle qu'il réalise pour le Perspektivny Aviatsiony Kompleks Dalnej Aviacji. La pièce RSH-65 est un système d'articulation de boîtes de vitesse utilisé dans les actionneurs de la soute à armes du Su-57. La fuite montre que Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs travaille sur des projets liés aux commandes de défense russes, selon United 24 Media. Désormais, grâce à Inform Napalm, le monde entier connaît les détails du contrat pour ces pièces, jusqu'à leur coût. Des rapports montrant les dépenses russes pour que les soutes à armement du Su-57 fonctionnent correctement. Ainsi, l'humiliation de la Russie paraît totale. L'Ukraine et ses alliés connaissent maintenant beaucoup sur 2 avions russes très avancés, y compris les spécifications des pièces clés, ainsi que l'entreprise qui fabrique ces pièces. Le simple fait de connaître l'entreprise est déjà risqué, car cela offre à l'Occident une cible, comme nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo. Cependant, cette fuite est littéralement une mine d'or pour l'Ukraine, et tout simplement une honte pour la Russie, car elle révèle autre chose. La Russie aide ses entreprises à contourner les sanctions. Outre les révélations d'Inform Napalm sur le Perspektivny Aviatsiony Kompleks Dalnej Aviacji et le Su-57, le piratage a aussi montré que Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs achète des machines commandes numériques par calculateur à l'étranger. Ces machines comprennent la Hartford HCMC 110 AG et la John Ford SL 50 toutes deux, fabriquées à Taïwan, ainsi que la rectifieuse commande numérique par calculateur Grindix BSD 700U, fabriquée en Serbie. Ce n'est pas surprenant. Une entreprise d'ingénierie mécanique a besoin de telles machines. Ce qui est notable, c'est que les documents divulgués révèlent que le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs a acheté toutes ces machines grâce à des subventions fournies par le ministère russe de l'Industrie et du Commerce. C'est une évasion des sanctions soutenues par l'État. Cela montre que le Kremlin est prêt à financer tout stratagème permettant aux entreprises russes d'obtenir des équipements soutenant l'effort de guerre de Poutine, directement ou indirectement. La Russie a un système complexe pour contourner les sanctions. En juin, Sky News a indiqué que la Russie utilise des filiales et des tiers pour acquérir des pièces et équipements auprès de pays qui refusent de lui vendre directement. Le Royaume-Uni a involontairement fourni à la Russie des pièces de radar et du matériel électronique pour drones et avions. D'autres pays du G7 ont aussi été surpris par le réseau sophistiqué de contournement des sanctions de la Russie. Et la fuite d'informations, Napalm Leak, montre que la Russie s'en sort bien. Tout cela paraît être une grande victoire pour elle. Il importe peu que Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs ait été surpris, car l'entreprise obtient toujours les pièces nécessaires grâce à ses stratégies de contournement. Cependant, cette victoire n'a pas beaucoup de valeur, quand on réalise que la Russie déploie autant d'efforts pour contourner les sanctions pour une raison très précise. Son secteur aéronautique dépend encore largement des pièces et équipements de pays sanctionnant la Russie. En d'autres termes, sans ces pièces occidentales, toute l'industrie s'effondrerait. Cela entraînerait probablement le Su-57, le Perspektivny Aviatsiony Kompleks Dalnej Aviacji, et tout le reste dans lequel Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs et des entreprises similaires sont impliqués. Ce n'est pas un problème futur. Inform Napalm souligne que la dépendance de la Russie aux équipements occidentaux se retourne déjà contre elle.
L'audit révèle que les retards des programmes de construction aéronautique sont dus au manque de machines-outils, conséquence du départ des fabricants mondiaux du marché russe, selon le groupe de hackers. Il poursuit en soulignant que la Russie parvient toujours à se procurer des outils et des équipements en provenance d'Europe et d'Asie. Ce qui signifie qu'il reste encore beaucoup à faire, même s'il est évident que les sanctions ont un effet. Cela souligne à nouveau la faiblesse majeure de la Russie. Sans l'Occident, elle ne peut construire ses avions. Le piratage d'Inform Napalm a révélé des infos sur la construction aéronautique russe et une de ses principales entreprises d'ingénierie. La question maintenant est de savoir quel impact ces fuites auront sur la Russie à l'avenir. Cette question a déjà trouvé sa réponse. Nous avons déjà dit qu'Inform Napalm avait transmis ces informations à l'armée ukrainienne et à ses alliés plusieurs mois avant la publication des documents. L'Union européenne, ou Union européenne, a pris note. Selon United 24 Media, bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs, fait partie du 19e train de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et il semble que la fuite d'Inform Napalm en soit la raison. C'est grâce au groupe de hackers que l'Union européenne et le reste de l'Occident savent à quel point Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs est vital pour plusieurs des usines de fabrication d'avions les plus sensibles de la Russie. Couper les jambes à cette entreprise va causer de sérieux dégâts à la Russie. Le Kremlin risque de ne plus pouvoir accorder à Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs des subventions pour acheter du matériel à des pays refusant de commercer avec la Russie. Les opérations de Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs dépendant des équipements occidentaux, la perte d'accès due aux nouvelles sanctions de l'Union européenne pourrait en être la conséquence. L'entreprise ne peut plus acheter les équipements d'usinage dont elle a besoin pour fabriquer des charnières pour les soutes à bombes, ainsi que tout ce qu'elle produit pour l'industrie d'armement russe. Le 19e paquet de sanctions de l'Union européenne a été officiellement adopté le 23 octobre, et il va bien au-delà de la sanction contre Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs. Le Conseil de l'Union européenne indique que le dernier paquet cible 69 personnes ou entités soutenant la machine de guerre de Poutine. La Biélorussie a également été frappée par des sanctions destinées à forcer le pays à limiter son soutien à la Russie. Kaja Kallas, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et président du Conseil des affaires étrangères, a expliqué les sanctions. Nous avons adopté notre 19e paquet de sanctions, ciblant notamment les banques énergétiques russes, les plateformes de crypto-monnaies et certaines entités en Chine. Kallas a déclaré que l'Union européenne limite aussi les déplacements des diplomates russes pour contrer la déstabilisation. Pour Poutine, financer la guerre devient plus ardu. Chaque euro refusé à la Russie est un euro en moins pour la guerre. Kallas a conclu sa déclaration par une menace. Le 19e paquet ne sera pas le dernier. On peut se demander si c'est la seule fois qu'une faille dans la cybersécurité russe a été révélée. Une entreprise qui, par la suite, s'est retrouvée dans la ligne de mire des sanctions occidentales. Cela a peut-être déjà eu lieu et pourrait se reproduire si Inform Napalm poursuit ses actions. Avec du recul, on affirme que ces sanctions fragilisent encore une industrie aéronautique russe déjà à genoux. En juin, United 24 a rapporté que l'Institute for the Study of War estime que la Russie peine à accroître la production d'avions militaires à cause des sanctions occidentales. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie a ajouté ou agrandi au moins 5 bâtiments à son usine aéronautique de Kazan, augmentant ainsi de 19 000 m² l'espace disponible. Les images satellites révèlent que la construction s'est déroulée de l'été 2024 à mai 2025. La Russie a choisi cette installation, selon l'Institute for the Study of War, car elle y construit des bombardiers stratégiques et des hélicoptères. Des projets d'agrandissement de Kazan sont aussi prévus en 2026. Cependant, ce type d'expansion ne signifie pas grand-chose lorsque les sanctions paralysent le secteur de la construction aéronautique russe. L'usine agrandie de Kazan a du mal à répondre aux exigences du Kremlin en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui empêche la Russie de moderniser ou d'augmenter sa production d'avions. En 2024, Kazan n'a produit que 2 bombardiers, 2160 Me-2 et 2160 MEM, ce qui l'a mis en évidence. Le manque de pièces détachées est aussi un problème, selon l'Institute for the Study of War. Selon l'Institute for the Study of War, les sanctions. Le manque de pièces et de main-d'œuvre freineront encore la production aéronautique russe malgré ses efforts d'augmentation des capacités. Ici, la fuite de le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs passe de l'humiliation à l'efficacité. Grâce à cette fuite, l'Europe a pu cibler une entreprise impliquée dans la fabrication de pièces nécessaires aux avions russes. Une industrie déjà en difficulté pour fournir Poutine va désormais encore plus peiner. Petit à petit, les sanctions occidentales ont un impact. Malheureusement, cet impact n'est pas aussi prononcé qu'il devrait l'être.
L'une des principales leçons de la fuite d'informes napalm est que la Russie parvient toujours à contourner les sanctions, comme déjà mentionné. Aussi important que puissent être les nouveaux paquets de sanctions, surtout lorsqu'ils visent des entreprises aussi cruciales que Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs, ces sanctions ne sont efficaces que dans la mesure où les mécanismes utilisés pour les appliquer le sont. La nouvelle voie de l'Ukraine le souligne dans son rapport sur les fuites des bureaux d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs. Cette révélation pose des questions politiques complexes pour les gouvernements occidentaux et les autorités de contrôle des exportations. Comment mieux contrôler les machines-outils de haute précision, détecter et bloquer les canaux d'approvisionnement intermédiaires et harmoniser les sanctions secondaires pour éviter le contournement? Euractiv participe au débat dans un article d'opinion publié après le 19e train de sanctions de l'Union européenne, rédigé par Rasmus Grand Bertelson. L'article souligne que l'Union européenne doit renforcer l'application de ces mesures pour rendre son dernier paquet, ainsi que les précédents, plus efficaces. Une mise en œuvre inégale et l'exploitation de failles ont entravé les précédents paquets, permettant à la Russie d'importer pour des milliards de dollars d'équipements et de composants qu'elle ne devrait pas pouvoir acheter. La situation est grave. Bertelson indique qu'environ 90% des composants étrangers dans les armes russes viennent de pays ayant sanctionné la Russie. Les sanctions fonctionnent toujours. Bertelson souligne rapidement les nombreuses sanctions imposées à la Russie. Les techniques de contournement, comme l'utilisation de sociétés écrans ou commerciales en Chine pour acheter des composants de troisième main, ont un coût. La Russie dépense entre 2 et 5 fois plus que si elle achetait ces pièces directement. Même si la Russie exploite des failles, les sanctions continuent de drainer l'argent de sa machine de guerre. Mais l'Ukraine veut que les sanctions aillent plus loin. La Russie ne devrait même pas avoir la possibilité d'acheter ces pièces au départ. C'est préférable pour l'Ukraine que la Russie ne puisse pas acheter de composants occidentaux, soit inutilisés, soit utilisés dans des projets moins efficaces pour renforcer la Russie. Bertelson a des suggestions sur la façon dont l'Union européenne peut rendre ces sanctions plus efficaces. Créer des protocoles d'application standardisés et à l'échelle de l'Union européenne est une première étape importante. Le partage d'informations et la création de groupes régionaux compliqueront nettement la tâche de la Russie pour contourner les sanctions de l'Union européenne. Il est aussi essentiel de fermer les voies de contournement, ce qui demandera une coordination meilleure que celle actuelle dans l'Union européenne. Si la Russie est alors contrainte de faire face à des restrictions sur son accès aux services cloud et à d'autres logiciels, ainsi qu'à un manque de support technique pour ce qu'elle parvient à acheter, cela signifierait qu'elle aurait du mal à tirer le meilleur parti de tout équipement qu'elle parvient à acquérir. Ce sont toutes de bonnes idées. La question de savoir si l'Union européenne et les autres pays qui imposent des sanctions peuvent parvenir à les mettre en œuvre en est une autre, tout à fait différente. Actuellement, le durcissement des sanctions de l'Union européenne semble être le moindre souci de la Russie. Le Kremlin s'inquiète car la fuite de la Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs n'est pas la première récente à humilier la Russie. En août, l'Ukraine a aussi obtenu une tonne de documents secrets sur le nouveau sous-marin nucléaire russe Kniets-Pozharsky. Ces documents dévoilaient les identités complètes de l'équipage du sous-marin, les schémas des systèmes d'armes et les manuels de combat avec les protocoles. C'est ce qui inquiétera la Russie. La fuite de le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs n'est pas un cas isolé, mais la plus récente révélant à l'Ukraine des secrets que la Russie veut cacher. On dirait que l'Ukraine pirate ou infiltre toutes les nouveautés créées par la Russie. Cela suggère que la Russie a de graves problèmes de sécurité qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et même si la Russie parvenait d'une manière ou d'une autre à combler magiquement ses failles de sécurité rapidement, cela pourrait ne rien changer. Pourquoi ? La fuite de le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs n'est qu'un début. C'est ce qu'affirme United 24 Media qui indique que tant Inform Napalm que Phoenix ont déclaré que les fuites de le Bureau d'études expérimentales de l'ingénierie des moteurs ne sont que la première partie d'une série de publications plus vastes. Ils vont révéler des informations montrant la faiblesse de l'industrie aéronautique russe. Quoi que la Russie fasse maintenant, cela ressemble à fermer la porte après que le cheval se soit déjà enfui. Les secrets sont déjà entre les mains d'Inform Napalm, ce qui signifie qu'ils sont probablement aussi entre les mains de l'Ukraine et de ses partenaires. La Russie ne peut plus qu'attendre que l'Ukraine dévoile ces autres informations. Présenté comme l'arme la plus puissante de la Russie, ce sous-marin torpilleur nucléaire renforcerait son contrôle sur les voies navigables mondiales. La Russie, si confiante en son nouveau sous-marin, a nommé ses armes Poséidon, d'après le dieu grec de la mer, pour maintenir une menace constante et cachée contre les ennemis de Vladimir Poutine. Mais il y a un problème avec l'arme divine de la Russie et le sous-marin qui la transporte.
Cela n'a tout simplement aucun sens pratique. Le nouveau sous-marin russe de l'Apocalypse est inutile, représentant un autre gouffre financier où la Russie a gaspillé des milliards. C'est ce qu'affirme United 24 Media, qui a publié un rapport le 4 novembre, couvrant la présentation officielle du tout nouveau sous-marin nucléaire russe, Khabarovsk. Selon le média, ce sous-marin a été conçu pour transporter le Poséidon. Il a été lancé au chantier Sevmas à Severodvinsk 3 jours avant le rapport du média. Cependant, cela ne signifie pas que le sous-marin est entré en service. La Russie prouve essentiellement à elle-même et aux autres que le sous-marin fonctionne comme il se doit, avant d'essayer de lancer la production en série. Quelque chose d'étrange s'est produit pendant la cérémonie de lancement. Le Khabarovsk, ainsi que la nouvelle arme qu'il transporte, est censé renforcer la capacité de projection nucléaire de la Russie à un niveau jamais atteint auparavant. La Russie a révélé très peu d'informations sur son nouveau sous-marin lors du lancement officiel, qui mettait en avant sa poupe. Cela a suffi à plusieurs analystes pour tirer la sonnette d'alarme. À propos des contradictions entre ce que la Russie nous dit sur ses nouvelles armes et la réalité de ce qu'elles offrent, le nouveau sous-marin russe risque fort d'être totalement inutile à plusieurs égards. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il vaut la peine de regarder ce que la Russie veut que le monde croie à propos du Khabarovsk et de l'arme Poséidon qu'il transporte. Commençons par le sous-marin. Newsweek a fourni les détails de base dans un article du 4 novembre couvrant ce que la Russie affirme que son nouveau sous-marin est capable de faire. Il cite le ministère russe de la Défense, qui déclare que le nouveau sous-marin accomplira des missions navales, avec des armes sous-marines modernes, dont des dispositifs robotiques, pour divers objectifs. Pour ce faire, la Russie aurait basé le Khabarovsk sur ses sous-marins de classe Borei existants, ce qui donnerait au nouveau sous-marin la capacité de se dissimuler sous l'océan sans être vu. Prêt à frapper à tout moment. Le sous-marin de 10 000 tonnes en surface est propulsé par un réacteur nucléaire lui offrant une autonomie illimitée. Il serait également équipé de plusieurs types d'armes. Au-delà du Poséidon, le sous-marin devrait également embarquer des missiles de croisière anti-navires et des torpilles qu'il peut utiliser pour engager le combat contre d'autres unités navales. En dehors de cela, les informations sont limitées. On pense que le sous-marin peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 32 nœuds et qu'il est doté d'un équipage de 100 personnes. La durée de mission du sous-marin se situe entre 90 et 120 jours. On sait aussi que le sous-marin est en développement depuis au moins 10 ans. Sa quille ayant été posée en juillet 2014. Il sera également doté d'un système de communication radio numérique, d'un système de contrôle automatique et d'un dispositif de mât élévateur PMU, équipé d'un radar de surveillance militaire, selon la Russie. Cependant, ces maigres détails ne révèlent pas vraiment un sous-marin supérieur à ceux déjà dans l'arsenal russe. Le reste du projet est caché derrière un voile de secret, et il semble que la Russie veuille que cela reste ainsi. La Russie souhaite surtout que le monde redoute non pas le sous-marin, mais les armes Poséidon qu'il transportera. Et Vladimir Poutine semble vraiment adorer le Poséidon. Le 29 octobre, Reuters a révélé que Vladimir Poutine affirme que le Poséidon a été testé. Surnommé Super Torpille par le média, l'arme est en réalité un drone lancé d'un sous-marin, qui agit comme une torpille, mais avec une portée bien supérieure. Reuters rapporte que des analystes estiment que le Poséidon pourrait parcourir 10 000 km, soit environ 6 200 miles. Il le fera en se déplaçant jusqu'à 185 km/h, 114 mph. Amusant. Poutine a fait une tirade lyrique sur la nouvelle arme russe, en partageant thé et gâteaux, avec des vétérans de la guerre en Ukraine à Moscou. Pour la première fois, nous avons lancé depuis un sous-marin porteur, à la fois avec un moteur de lancement et l'unité de puissance nucléaire. Cet engin a fonctionné un moment, a déclaré Poutine aux soldats, ajoutant « Il n'existe rien de similaire ». Le Washington Post a dévoilé quelques détails de la nouvelle arme, ou du moins ceux que la Russie souhaite divulguer. Dans un article du 1er novembre, la torpillo-drone a été conçue pour se déplacer furtivement sous l'eau, comme le sous-marin qui la lance. Le Khabarovsk est indispensable, aucun autre sous-marin russe ne pouvant transporter le Poséidon de 70 pieds, propulsé par un réacteur nucléaire et transportant une ogive nucléaire. Le Washington Post indique que le Poséidon aurait une portée quasi illimitée, lui permettant de traverser des océans entiers, avant d'atteindre sa cible. Cependant, il y a aussi beaucoup de choses qui restent inconnues à propos du Poséidon, note le média. En citant Mikhail B. Peterson, qui est le principal chercheur du programme d'études militaires russe du Centre d'analyse navale, le Washington Post déclare « Quelques inconnus subsistent sur le Poséidon,
comme la présence de données de ciblage préchargées et l'utilisation de communications satellites pour le guidage, selon Peterson. Il se peut aussi qu'il utilise un câble à la surface de l'eau pour recevoir ces informations, une fois qu'une cible est sélectionnée, a-t-il ajouté. La même source mentionne aussi des rumeurs sur les capacités nucléaires du Poséidon. Il n'est peut-être pas destiné à viser des cibles terrestres. À la place, le Poséidon pourrait être capable de générer des tsunamis qui inondent les ennemis de la Russie. Poutine, très satisfait de cette arme, a organisé une cérémonie pour remettre des distinctions d'État aux développeurs du Poséidon. Cable News Network l'a rapporté le 4 novembre. Il a salué cette arme et le Bouravesnik comme d'une importance historique pour la Russie et le XXIe siècle. Et même si cette cérémonie n'était peut-être qu'une mise en scène, Poutine utilise aussi les soi-disant succès du Poséidon pour tenter d'effrayer les États-Unis. Le Poséidon et le Bouravesnik ont tous deux une portée immense. Un seul pays menace la Russie sur le plan nucléaire, et Poutine pourrait envisager de le cibler avec ses armes à longue portée. L'Amérique. Poutine veut-il vraiment que le monde sache, ou plutôt craigne, ce nouveau sous-marin russe et son arme nucléaire redoutable? Le problème, c'est que Poutine n'a pas la meilleure réputation pour dire la vérité sur la puissance militaire ou les armes russes. Cela a été prouvé maintes fois en Ukraine, car la Russie n'a pas réussi à vaincre un pays bien plus petit, malgré ses armes. Des armes qui, selon la Russie, auraient pu détruire l'Ukraine. Donc, la Russie ne nous dit-elle pas tout sur le Khabarovsk et le Poséidon? United, 24. Les médias semblent pas le penser, puisqu'ils rapportent un article de Défense Express ukrainien qui affirme que la seule photo de la poupe du Khabarovsk pourrait donner des indices montrant que le sous-marin est bien moins utile que ce que Vladimir Poutine prétend. La Russie a fait d'étranges choix de conception pour son nouveau sous-marin. Comme mentionné précédemment, le Khabarovsk semble être basé sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Boré, que la Russie possède déjà dans sa flotte. L'analyste naval H. Sutton confirme que le nouveau sous-marin russe a probablement une propulsion à jet similaire à la classe Boré. Cependant, le Khabarovsk paraît bien plus court que les sous-marins Boré, bien qu'il ait été conçu pour accueillir les torpilles drones Poséidon. Avec ses 135 mètres, le nouveau sous-marin russe est 35 mètres, environ 114 pieds, plus court que la classe Boré. Certains rapports prétendent qu'il est même plus petit. Et alors, pourrait-on se dire? Un sous-marin plus court pourrait avantager la Russie, car les Khabaris seraient moins détectables sous l'eau. Même si cela peut être vrai ou non. Cette taille plus courte s'accompagne du fait que le nouveau sous-marin russe est plus bas dans l'eau que celui sur lequel il semble être basé. Il a sans doute une faible réserve de flottabilité, ce qui pourrait être un problème pour le Khabarovsk. Globe Composite Solutions explique pourquoi dans un article où il détaille l'un des rôles que joue une réserve de flottabilité ou réserve de flottabilité. La réserve de flottabilité est essentielle pour la sécurité, car elle permet aux sous-marins de faire surface et de flotter. Une réserve de flottabilité élevée permet aux sous-marins d'atteindre la surface plus vite et d'y rester plus longtemps. Cette capacité de faire surface rapidement est essentielle si le sous-marin est endommagé. Une brèche dans la coque pourrait inonder le sous-marin, forçant l'équipage à faire surface et à subir des collisions et explosions. Faites de même. Si le sous-marin doit émerger longtemps, par exemple pour briser une épaisse glace, le réserve de flottabilité doit être élevé afin qu'il reste partiellement au-dessus de la ligne de flottaison. Le fait que le Khabarovsk ait un réserve de flottabilité plus petit que la classe Boré des sous-marins russes est un choix étrange, car cela donne l'impression que la Russie sacrifie la sécurité. Si l'équipage du 2000, le réserve de flottabilité plus faible du sous-marin pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Maintenant, en mettant de côté les éventuels problèmes de flottabilité, il y a aussi un aspect supposé du Khabarovsk qui pourrait ne pas être présent. Défense Express indique aussi que le Khabarovsk pourrait ne pas avoir de silo de lancement de missiles. Il doit tirer des missiles de croisière anti-navires. La taille du sous-marin compte encore ici. Il a déjà été mentionné que le Poséidon est trop grand pour être installé dans n'importe quel autre sous-marin russe. Il rentre dans le Khabarovsk, mais il est possible que ce soit parce que le sous-marin sacrifie l'espace dont d'autres systèmes d'armes traditionnels ont besoin. Au pire, cela pourrait signifier que le Khabarovsk est équipé du Poséidon, d'armes nucléaires et de rien d'autre. C'est acceptable si le sous-marin reste indétecté. Mais que ferait l'équipage face à un autre navire? Tirer une ogive nucléaire sur l'autre navire semble insensé, surtout compte tenu de la capacité supposée du Poséidon à générer des tsunamis. Si le Khabarovsk est forcé d'engager un ennemi près des côtes russes, par exemple, le Poséidon causerait plus de dégâts à la Russie qu'à l'ennemi.
Des doutes subsistent sur la capacité du Poséidon à viser précisément une petite cible sous l'eau. Quant aux navires à la surface, le Poséidon est un drone sous-marin. Il semble incapable d'agir contre un navire, de larguer des charges sous-marines ou des missiles anti-sous-marins. Le Cabarrus doit disposer de missiles anti-navires. Il est possible, commandant, que cela ne soit pas basé sur le rapport de Défense Express, et cela pourrait sérieusement limiter son utilité pour la Russie. Cependant, cette paire de défauts de conception, aussi étrange soit-il, ne suffit pas à rendre le Cabarrus complètement inutile. Ce qui pourrait l'être, c'est qu'il ne semble y avoir aucune raison pour laquelle la Russie aurait construit ce sous-marin en premier lieu. Si ce que la Russie affirme à propos du Poséidon est entièrement vrai, alors il n'y a pas besoin d'un sous-marin capable de lancer cette arme. Il a une portée estimée allant d'environ 10 000 km à illimité, comme le souligne United 24 Media. Cette portée serait rendue possible grâce aux mini-réacteurs nucléaires intégrés dans les torpilles drones, et il ne devrait même pas être nécessaire d'utiliser un sous-marin pour lancer cette arme. Si cela était vrai, United 24 Media affirme qu'avec la portée réputée du Poséidon, de telles armes pourraient être lancées directement depuis des installations côtières, sans avoir besoin d'un sous-marin coûteux et spécialisé. La Russie pourrait toujours frapper les côtes est et ouest des États-Unis avec son Poséidon, et une portée illimitée mettrait le reste du monde en alerte. Alors, pourquoi le Cabarrus doit-il exister tout court ? Eh bien, il y a deux réponses possibles à cette question. La première, c'est qu'il n'en a pas besoin. Comme mentionné précédemment, le Cabarrus est en développement depuis au moins 2014. Cela indique que la Russie a lancé le développement du sous-marin avant même d'envisager une arme comme le Poséidon, laissant de côté son développement soi-disant rapide. Cela suggère que le Cabarrus a peut-être été conçu à l'origine pour un tout autre objectif, et qu'il n'a été adapté que récemment pour correspondre à la nouvelle arme de la Russie. C'est presque comme si la Russie avait investi des millions de dollars dans un projet qui ne semble offrir aucun avantage par rapport aux sous-marins de classe Boré qu'elle possède déjà. Elle tente maintenant de justifier cette dépense. La deuxième réponse suggère que le Poséidon pourrait être bien moins utile que ce que la Russie affirme. Défense Express estime que la Russie pourrait utiliser le Cabarrus, malgré ses limites, car le Poséidon n'aurait pas la portée ni le système de navigation annoncé. Si l'un ou l'autre était moins performant que ce que la Russie affirme, un sous-marin peut résoudre ces problèmes. Une portée réduite obligerait la Russie à utiliser un sous-marin pouvant s'approcher de la cible, ce que peu de ses submersibles permettent. Si le Poséidon manque de précision, la Russie pourrait lancer une arme depuis ses côtes, risquant de rater la cible et provoquer une crise mondiale, parce qu'elle frappe une nation que la Russie n'avait pas l'intention de toucher. Dans tous les cas, la Russie pourrait se retrouver dans une situation perdant-perdant. Mais le Poséidon pourrait avoir un autre problème, et potentiellement ne pas être à la hauteur de la réputation que Vladimir Poutine lui a donnée. Et ce problème peut être exprimé sous forme de question. Dans quel cas la Russie utiliserait-elle cette arme ? Une torpille nucléaire autonome présentée comme capable de provoquer un scénario apocalyptique sur toute côte visée par la Russie paraît être une menace majeure. Sur le papier, la Russie utilise cette arme pour signaler aux États-Unis qu'il s'agit de quelque chose que les capacités de défense actuelles de l'Amérique ne peuvent pas intercepter et pourraient ne pas être capables de détecter, a écrit l'Institut Lansing fin octobre. La Russie essaie de réécrire les règles du jeu en ce qui concerne la nature et la prévisibilité de la dissuasion nucléaire, mais c'est un problème en soi. Si ce que la Russie affirme sur Poséidon est vrai, alors c'est une arme très complexe qui, selon Poutine, n'a aucun équivalent connu. Alors, comment la Russie le construit-elle ? Combien de composants utilisés dans Poséidon sont fabriqués dans des pays occidentaux ? Qui sanctionne la Russie et renforceront sûrement ces sanctions si Poséidon devient une réelle menace ? De plus, si la Russie essaie de brouiller les eaux de la doctrine nucléaire, surtout en ce qui concerne la prévisibilité, elle pourrait bien se tirer une balle dans le pied. Les États-Unis pourraient décider que des frappes préventives sont envisageables lorsque Poséidon est en mer, par exemple. Même si Poséidon est lancé avec succès, que se passe-t-il après ? Une torpille drone nucléaire pourrait dévaster les côtes américaines, mais les États-Unis riposteraient avec leurs armes nucléaires. Quel est exactement le but de Poséidon ? À part servir de moyen à Poutine pour s'engager dans une nouvelle épreuve de force et d'ego avec les États-Unis ? Poutine n'oserait probablement jamais utiliser le Poséidon, même s'il est tel que le dirigeant russe le décrit. Et si c'est le cas, cela ne fait que renforcer l'inutilité des Cabarrus. Si le sous-marin ne transporte que des armes Poséidon, il devient une cible à éliminer dès qu'il est détecté.
Et même un sous-marin à propulsion nucléaire et équipé d'armes nucléaires n'est pas très utile s'il ne semble pas avoir de contre-mesures pour se protéger contre des armes plus traditionnelles. Une autre possibilité existe. Le Poséidon pourrait être un mensonge. Après tout, il n'est pas vraiment clair comment la Russie pourrait tester une arme censée provoquer des tsunamis générés par des bombes nucléaires, sans que le monde entier ne soit au courant. Et comme l'a rapporté Dagans le 3 novembre, le projet Poséidon a déjà été entaché par la tragédie. Selon certains rapports ayant fuité, l'arme est en développement depuis 2015. En 2019, le Poséidon a été impliqué dans l'explosion du submersible Loucharik, tuant 14 marins russes. On suppose qu'il s'agissait d'une explosion liée au système de propulsion de l'arme. Mais cela suggère tout de même que le Poséidon est peut-être loin d'être prêt, contrairement à ce que prétend Poutine. Le Poséidon pourrait n'être qu'une manœuvre de propagande russe, plutôt qu'une véritable menace. C'est ce qu'affirme le chef de Hope for Ukraine, Yuri Boyechko. Le 1er novembre, Boyechko l'a déclaré au Daily Express. L'annonce du Poséidon est largement vue comme une propagande destinée à dissuader mondialement et rassurer la population après de nouvelles sanctions occidentales. L'analyse militaire indique que, malgré de violents combats et des infiltrations, les principales lignes d'approvisionnement ukrainiennes à Pokros restent intactes, contredisant les affirmations de Moscou sur un encerclement réussi. Ainsi, la seule arme des Kabari pourrait bien n'être qu'un écran de fumée, une diversion. Poutine cherche à détourner l'attention de l'Occident car ses forces en Ukraine n'agissent pas comme il le prétend, ajoute Boyechko. Le timing de ces déclarations grandioses mais non vérifiées laisse penser que le Kremlin renforce sa guerre psychologique et informationnelle pour dissimuler les coûts réels de cette guerre d'usure et anticiper la pression politique internationale. Alors, est-ce que cela pourrait vraiment être le cas ? Si c'est le cas, le Poséidon n'existe pas vraiment, du moins pas comme le prétend Vladimir Poutine. Le dirigeant russe pourrait lancer des menaces creuses, parfaitement synchronisées pour détourner l'attention de la guerre en Ukraine. Si le Poséidon n'existe pas, à quoi sert le Khabarovsk ? Ce ne serait qu'un sous-marin moins performant que ce que la Russie possède déjà, et qui ne dispose même pas de l'unique arme qui pourrait éventuellement en faire une menace. La combinaison du Khabarovsk et du Poséidon paraît être une nouvelle tentative de Poutine de montrer une puissance qu'il n'a pas vraiment. Il en va de même pour la récente livraison d'armes de la Russie au Venezuela. Plutôt que de montrer une démonstration de force, ces livraisons révèlent que l'empire que Poutine tente de construire s'est effondré autour de lui, alors que ces régimes fantoches sont en ruine. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de confiance pour d'autres vidéos sur les dernières armes de la Russie, ainsi que sur d'autres grands conflits à travers le monde.